Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Ravi de vous retrouver pour On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs. Et j'accueille tout de suite Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Très bien. Je vous invite à vous asseoir. Vous avez un porte-manteau si vous vouliez poser votre veste, mais visiblement... il fait beau là. Il fait bon. Oui. Le soleil est haut. Olivier, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le fondateur du Collège de Paris. D'abord, Collège de Paris, c'est très très joli. Je trouve que c'est une très très jolie marque. Merci. Alors, en un mot, j'aime bien toujours revenir aux origines. On va parler de votre groupe, parce que le Collège de Paris, c'est un groupe d'écoles en France et dans le monde. Une entreprise qui se développe à vitesse grand V, mais comment tout cela naît ? Alors, en fait, j'ai presque toujours travaillé dans l'éducation. J'ai adoré être étudiant et en fait, j'ai jamais arrêté de rester dans cet univers-là. C'est ça le secret, en fait. Oui, c'est ça. Il faut être étudiant à vie. J'ai été prof d'histoire au Liban. Je me suis occupé de la formation des assureurs. Enfin, voilà, j'étais dans cet univers-là. Et puis un jour, j'ai voulu, avec mon frère, être à mon compte, être entrepreneur, ce qui est une vocation de pas mal de gens. Et c'est un secteur en fait qui se prête pas tant à la création à partir de rien. Donc, on s'est dit, on va aller chercher des écoles à reprendre. Et puis, on a eu la chance d'en trouver deux. Une école de français langue étrangère, ELF, et une école d'art, l'école Comte. Et donc, on se retrouvait à la tête d'un groupe, alors réduit à sa plus simple expression, puisque vous aviez deux écoles, mais enfin, il fallait quand même trouver une ombrelle, un projet commun. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à jouer en aidant des écoles de moyenne taille à se projeter à l'international, à développer leur nombre d'étudiants, à mettre en place des dispositifs d'accessibilité pour toucher plus de jeunes. Et c'est comme ça qu'est né à la fois le nom et le projet du Collège de Paris. Collège de Paris, ça vient d'où? C'est venu comment? Collège de Paris, puisque pour le coup, le groupe est international par ailleurs. Un jour, vous allez vous dire, on ne peut plus l'appeler Collège de Paris, on va l'appeler Collège du Monde. Alors, il y a deux choses. Collège, c'était une référence sympa, puisqu'il y avait à la fois, c'est le nom des universités médiévales. Hein. Le premier nom de la Sorbonne, c'est le collège Robert de Sorbon. Donc, il y avait cette référence à l'université, association de maîtres et d'élèves libres du Moyen-Âge. Et puis, dans le même temps, c'est aussi le nom des premiers cycles universitaires anglo-saxons, les collèges des États-Unis. Et donc, il y avait cette référence internationale qui faisait que ça nous calait à l'enseignement supérieur pour l'étranger où on voulait aller dès le début. On a ouvert notre bureau à Pékin 6 mois après la création du groupe. Et ça faisait référence aussi au côté collégial, puisque le Collège de Paris, c'est aussi une communauté d'étudiants, une communauté de formateurs, et puis une communauté d'écoles. Enfin, vous dites ça d'une phrase, Olivier, c'est intéressant, parce que vous nous présentez les choses, tout a l'air simple et très facile. Alors, vous nous dites, on est parti à Pékin, comme si vous étiez parti à Charleville-Mézières dans un train corail. Enfin, je veux dire, partir à Pékin pour installer une école ou une interface avec... Enfin, ça n'a pas dû être très simple quand même. Enfin, si, c'est... Ah non, la Chine, c'est très compliqué. Ah, on est d'accord. Non, parce que c'est très... Vous êtes passé très vite, mais c'est pas rien. La Chine, c'est très compliqué, mais c'est on avait l'idée qu'il y avait des bassins de population très importants dans le monde, des pays émergés ou émergents, et qu'il y avait dans ces pays, ça c'est quelque chose que j'avais constaté dans mon passé dans la formation des assureurs, des demandes de formation tournées vers l'Europe qui étaient absolument colossales. L'exemple qu'on prenait un peu de l'Antiquité, c'était de dire... Des siècles après la chute d'Athènes, les Romains envoyaient encore leurs enfants en Grèce. Et donc, même si on peut parler ou pas parler du déclin de l'Europe ou je ne sais quoi, mais en tout cas, le désir de diplôme, de certification, de formation dans les pays européens, notamment en France, il est extrêmement fort. Donc, c'est ça qu'on est allé promouvoir en Chine. On a fait comme on fait en Chine, c'est-à-dire avec des intermédiaires, des agences, des bureaux. On a offert des tonnes de cadeaux, on en a reçu autant, on a fait des tas de photos avec beaucoup de trucs chinois. Et pendant des années, ça n'a servi à rien, mais vraiment à rien. C'est-à-dire pendant des années, on allait en Chine 2 fois par an. C'était plutôt sympathique, mais vraiment, ça ne débouchait sur rien ou pas grand-chose. Et puis, coup de chance, maintenant, je ne vais plus en Chine à cause des trucs sanitaires, mais j'ai jamais eu autant d'étudiants chinois parce qu'on a réussi à basculer vers des mécanismes de formation à distance, ce qui fait que là, j'ai chaque année plus de 200 élèves chinois qui préparent à distance nos certifications. Donc, ils le préparent de Chine. Ouais. Et en fait, ça se fait en échange visio. Exactement. Donc, les professeurs ne se déplacent pas. Exactement. Et ils préparent quoi, ces étudiants chinois? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Alors, ils préparent des certifications en management, mais je pense que fondamentalement, ils auraient aussi des bons profs de management. Ce qu'ils viennent chercher, je pense, c'est la connaissance des standards managériaux, internationaux, européens, et pour se conformer, s'en rapprocher, les comprendre. C'est ça qui les intéresse. C'est un public d'adultes, principalement, qu'on a en Chine, et c'est ça qui leur plaît. Oui, bien, un côté prestigieux, il faut le reconnaître. La France reste le pays de la littérature, du savoir, de la culture. Enfin, je pense qu'on garde aux yeux du monde cette image-là. Exactement. On garde une
une image très, très agréable, très valorisante, donc ça c'est sympathique. Mais ce qui est bien, c'est que ça fonctionne pour des diplômes qui sont un peu French Touch. On a des diplômes en design textile, en management du luxe, on a un truc en cuisine avec Thierry Marx. Donc ça, évidemment, c'est des choses qui spontanément évoquent l'idée de la France. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on déploie des formations professionnelles sur des trucs un peu plus arides, de la gestion, l'informatique, le digital, eh bien cette réputation du savoir-faire français, elle se prolonge dans ces demandes. Et nous, on a une conviction, c'est que la certification professionnelle, la formation professionnelle française, qu'on voit souvent en France avec très des histoires de tuyauterie, qui payent, les syndicats, comment ça circule, en fait, c'est un formidable produit d'exportation et c'est un des éléments du soft power qu'on devrait pousser. J'ai 1000 questions, mais vous soulevez un sujet important, les OPCA, les OPCO qui ont été réformés, la manière dont on forme les adultes en formation continue et professionnelle. C'est vrai que ça a l'air plus simple de votre côté parce que vous êtes aussi en train de grossir, 600 salariés hors formateurs. Donc ça commence à ressembler à une très grosse entreprise. Vous vous situez comment, vous, quand vous vous définissez? Parce qu'il y a beaucoup de passion dans ce que vous décrivez. Peu de gestion, même si vous en faites. Mais il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir. Vous êtes un chef d'entreprise. Enfin, comment vous vous situez? Alors, je pense qu'il y a deux termes importants. D'abord, il y a celui de communauté. On est très décentralisé. On a beaucoup fonctionné par rachat, reprise, association d'écoles. Et on laisse les patrons d'école très libres de leur pédagogie, de leur modalité de développement. Donc ça, c'est la première chose. On a des unités autonomes. Et puis, on a profité de la loi Pacte. On a été une des premières entreprises à adopter le statut d'entreprise à mission parce que ça nous a permis de nous structurer, en fait, de raconter, en tout cas, de structurer le discours qu'on avait. Une histoire. Et maintenant, on est entreprise à mission. On rend l'excellence accessible. C'est le statut qu'on a, la raison d'être qu'on a inscrit dans nos statuts. Et c'est comme ça qu'on se définit, en fait, à travers une communauté d'écoles qui exerce une mission et qui partage des valeurs qui sont importantes pour nous. Le développement, la réussite de votre groupe est aussi, par effet miroir, c'est un peu triste de le dire, finalement une forme d'échec de notre modèle public classique. C'est vrai qu'on voit des universités qui sont un peu comme ça, des voies de parking, on voit des étudiants un peu perdus dans des facs sans trop savoir où ils vont, on voit des Parcoursup qui marchent plus ou moins bien, puis on voit votre entreprise qui cartonne. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un effet comme ça un peu miroir, un peu triste de notre modèle classique? En tout cas, il y a un miroir sur la vocation de l'enseignement supérieur public et en particulier de l'université. Moi, non seulement j'ai rien contre l'université, je suis docteur d'université, c'est un environnement que j'aime bien, mais je crois que c'est une erreur de penser que 100% des bacheliers ou 80% des bacheliers français doivent aller à l'université. Il y a des personnes qui sont faites pour des formations académiques et ça, je crois que l'université française est performante. Là-dessus, il y a des chercheurs de très haut niveau, il y a des programmes de recherche et de formation doctorale, il y a des masters qui sont excellents. Donc c'est très bien que l'université creuse ce sillon-là, mais il faudrait presque inverser la tendance. Caricature, avec deux trucs 80-20, là où on va avoir 80 d'une classe d'âge qui va aller dans un enseignement plutôt académique, plutôt public, pour 20% sur ce que j'appelle l'enseignement supérieur professionnel en France, la proportion allemande et suisse est inversée. Donc c'est ça qu'il faudrait faire en fait. C'est pas tant d'écrire l'université en disant tout va mal, mais c'est dire il faut qu'il y ait moins de gens qui rentrent à l'université, parce que pour bien faire son boulot, il faut qu'elle ait moins de personnes à former. La question G-Collect, c'est après le jingle, évidemment. La question G-Collect, c'est la fintech du recouvrement éthique. Avec cette question, vous avez choisi celle-ci. Les entreprises et les institutions, Olivier, ont un rôle majeur à jouer pour développer une économie plus inclusive, plus éthique et plus solidaire. Quels sont vos engagements en la matière, compte tenu que vous avez déjà répondu par le fait que vous soyez une entreprise à mission, qui déjà vous engage énormément. Qu'est-ce que vous faites sur ces sujets, tous ces sujets? Eh bien, on va former les gens qui en ont le plus besoin. L'avantage, c'est qu'on ne se bat pas avec les écoles qui sont plutôt tournées vers une population peut-être un peu élitiste et capable de payer des formations relativement chères. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là où il y a des besoins massifs de formation et où la formation peut être une voie d'inclusion et d'insertion. Quelques exemples. On est partenaire depuis très longtemps d'une association qui s'appelle UNIR, Université et Réfugiés, qui forment les migrants qui veulent reprendre des études supérieures qu'ils ont parfois interrompues dans leur pays d'origine, ce qui est une manière de montrer que ça peut être une chance pour la France. On a récemment gagné plusieurs appels à projets pour aller faire des formations dans les prisons, qui est aussi un levier où on peut faire beaucoup pour l'insertion, l'inclusion. On a des écoles, notamment en Ile-de-France, à proximité des quartiers prioritaires de la ville, qui fait qu'on a des publics qui, grâce à l'alternance, grâce à l'apprentissage, vont se lancer dans une voie d'ascension sociale. On a une
école qui s'appelle Ascensia, c'est pas un hasard, et qui vont donc, grâce à l'alternance, sortir du décrochage, sortir du sous-emploi. Et donc voilà, je pense que notre action pour l'inclusion, c'est de dire allons apporter des formations à ceux qui en ont besoin et faisons que ces formations leur permettent de réussir leur démarrage dans la vie et leur donnent des armes pour la suite. École de formation et formation intégralement gérée par le groupe ou en joint venture avec les collectivités, parce que les départements, les régions, la région, j'imagine, vous accompagnent sur tous ces projets d'inclusion. Ou pas beaucoup? Pas tellement. Sur la partie enseignement supérieur, pas du tout, à vrai dire. On est vraiment des acteurs qui fonctionnons grâce aux droits qui sont payés par les entreprises, puis par les mécanismes de financement de l'apprentissage. Ça, c'est pour la partie enseignement supérieur. On a développé plus récemment une activité de formation vers les demandeurs d'emploi au bénéfice des personnes éloignées de l'emploi. En passant par Pôle emploi? Et là, pour le coup, non, en passant principalement par les régions. Là, vous avez des grands appels d'offres publics, on a des équipes qui savent faire des consortiums et structurer ces réponses. C'est un métier, et là, il y a un partenariat avec les collectivités locales qui fonctionne notamment en Ile-de-France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en Occitanie, et qui est, je crois, très efficace et très performant. Dernière question, c'est la question de l'hémicycle, alors qui n'est pas une question politique, mais qui est une question qui va vous permettre pendant un peu plus d'une minute de pouvoir interpeller face caméra ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, parce que parfois peut-être vous dites mais c'est pas possible, il faut la changer cette loi. Ça, c'est la question de l'hémicycle. Qu'avez-vous envie de dire à ceux qui nous dirigent, aux politiques d'une manière générale, un peu générique d'ailleurs, projet de réforme, qu'est-ce que vous avez envie de leur souffler à l'oreille, face caméra? Je suis parti vite parce qu'il y a un sujet qui m'enthousiasme, qui est la progression du nombre d'apprentis qu'on a eu suite à la réforme de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a plus de 720 000 apprentis, c'est un succès formidable. Ce qui me tient à cœur, c'est qu'on prolonge ce succès. Il y a un moyen très simple de le faire. Au moment du confinement, dans le cadre des mesures Un jeune, une solution, on a proposé aux entreprises un accompagnement qui allait jusqu'à 8 000 € pour l'embauche d'alternants. Ça, il faut continuer, il faut le prolonger. Ça doit s'arrêter normalement en juin. Il faut pérenniser cette mesure. Ça rapporte incroyablement plus que ce que ça peut coûter. Derrière les emplois en apprentissage, c'est de l'inclusion, c'est des jeunes qui vont aller bosser, c'est des jeunes qui vont trouver du travail, c'est des jeunes qui vont bien démarrer dans la vie, c'est les entreprises aussi qui vont avoir des réponses à leurs besoins de main-d'œuvre, c'est tous les métiers en tension qui vont pouvoir trouver plus facilement des recrues et donc contribuer au développement économique. Donc vraiment, si cette mesure d'accompagnement aux entreprises pour l'embauche d'apprentis, elle peut être prolongée, elle peut être pérennisée, ce serait vraiment un cadeau formidable pour la société. Merci Olivier de Lagarde d'être venu nous rendre visite dans On se dit tout. Vous êtes le fondateur du Collège de Paris, vous l'aurez compris, qui est un groupe d'écoles engagés dans plein de secteurs et dans beaucoup de pays, puisque vous n'êtes pas présent qu'en France, mais dans plein d'autres pays du monde, notamment l'Afrique et l'Asie, puisqu'on évoquait Pékin. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je me disais, mais je vous la pose quand même, cette question, si vous n'aviez pas été à la tête de ce groupe qui a l'air de vous nourrir de sens, vous auriez fait quoi? J'aurais peut-être écrit, parce que j'aime bien ça, j'aurais peut-être enseigné, la carrière universitaire me tentait, mais c'est là où je rends un coup de chapeau à mes profs, et moi j'aurais pas pu faire ce métier, c'est qu'enseigner une année ça m'amuse, mais ce qui est dur quand on est enseigné, c'est d'enseigner chaque année, et de se renouveler chaque année. Donc j'aurais pu faire ça, mais je pense que je l'aurais fait moins bien que ce que je fais aujourd'hui. Donc vous êtes totalement à votre place. Merci Olivier, merci, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à vous qui nous regardez, puis on se retrouve évidemment pour un prochain numéro de On se dit tout. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.